Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Data Watch. Data Watch, c'est un podcast qui fait de la veille sur des sujets de data engineering. euh, je parle toutes les semaines avec Axel sur ces sujets-là. Cet été, au mois d'août, je serai tout seul pour parler de ces différents articles que j'ai pu sélectionner. Et pour cet épisode, nous allons parler de la sortie d'Apache Kafka 3.8.0. On va parler aussi de menaces cachées dans un data warehouse. On va parler de l'avenir des hyperscalers et des data centers. Nous allons parler aussi de simplicité et de composabilité en data engineering. Et pour finir, on parlera de data lake, change, data capture. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bertrand Fabre et je suis data ingénieur freelance. J'ai commencé dans la data en 2011 et je suis passé par divers clients, en passant par Decathlon, Auchan, SNCF et des banques en ligne aussi. Et j'ai pu toucher à différentes technos, que ce soit sur du machine learning, sur de la data analyse, et là, plus récemment, en tout cas, ces 5 dernières années, ou même ces 8 plutôt dernières années, sur de la data engineering. Donc, le premier article que je vais évoquer avec vous, c'est l'article ou plutôt le post LinkedIn de Stanislav Kozlowski sur la sortie d'Apache Kafka 3.8 et son post a été publié le 30 juillet 2024. Pour rappel, Apache Kafka, c'est une application qui permet de faire du streaming sur les données. Et donc dans son post, Stanislav partage les nouveautés de la version 3.8.0 d'Apache Kafka. La première nouveauté, c'est que Kafka permet maintenant de définir le niveau de compression euh, avec les différents algorithmes disponibles afin de gagner en performance. Et il insiste surtout sur l'algorithme ZSTD, donc c'est le Z standard, qui permet de faire de la compression sans perte. Et apparemment, on pourrait gagner jusqu'à 33% de débit de messages par seconde. Une nouvelle fonctionnalité, c'est une nouvelle fonctionnalité, c'est une nouvelle image Docker qui utilise euh, un nouveau JDK qui est le Graal VM. Graal VM apparemment réduit la consommation mémoire et accélère le démarrage des applications Java, mais il peut aussi exécuter des applications qui sont écrites dans d'autres langages comme Python, Ruby ou JavaScript. Kafka propose aussi une nouvelle image Docker, qui est une image Docker officielle, certifiée et sécurisée, et qui est maintenue par Docker et par la communauté. Au lieu d'être sur Docker et d'aller sur Apache/Kafka pour récupérer l'image, ça sera directement sur Kafka. Il y a aussi le support pour l'utilisation de disques multiples sur une seule machine, et cette fonctionnalité est en preview. Il y a aussi la disponibilité générale du déploiement de Kafka sans Zookeeper. Pour rappel, Zookeeper, ça permet de faire de la gestion de configuration des tâches distribuées pour Kafka euh, grâce au dialecte Raft, avec apparemment le Kafka Raft. Euh, une nouvelle fonctionnalité aussi qui arrive, c'est dans Kafka Stream. Pour rappel, Kafka Streams, c'est la partie qui permet de faire du traitement de flux en temps réel. Et une des nouvelles fonctionnalités en tout cas, permet le partage des state stores, donc des magasins d'état. Les magasins d'état, enfin, je vais expliquer un peu plus en détail. Ça signifie que la donnée elle est plus utilisée à plusieurs reprises en passant par différents magasins d'état. Les magasins d'état, ça peut être, par exemple, un magasin d'état, c'est faire le comptage du nombre de ventes. Et donc, à chaque fois qu'il va y avoir une donnée qui va passer, il y a ce compteur qui va être agrémenté. Et si jamais, en plus, sur ces données-là, on va dire que c'est des tickets de vente qui passent comme les données. Donc, ça veut dire que une donnée, c'est un ticket. Et dedans, il y a un certain chiffre d'affaires qui est généré. Si, en plus, avant, on voulait calculer le montant du chiffre d'affaires, dans ce cas-là, il fallait un deuxième magasin d'état pour calculer au fur et à mesure le chiffre d'affaires. Ça veut dire que la donnée était d'abord processée
dans le premier magasin d'état pour le nombre de ventes et il passait par un deuxième magasin d'état pour calculer le montant du CA. Mais maintenant, avec les magasins partagés, les magasins d'état partagés, ça permet de définir, en gros, de ce que j'ai pu comprendre, un seul magasin d'état qui permet de faire ces deux calculs. En gros, pour simplifier, ça veut dire que la donnée, elle passe une fois, il y a ces agrégations qui sont faites la première fois que la donnée passe. Il y a aussi l'introduction de l'attribution de tâches pluggables, donc branchables. C'est-à-dire qu'avant, il y a une fonctionnalité, d'ailleurs je ne l'ai pas noté, je crois que c'est l'exécutor, si je dis pas de bêtises. En gros, c'est une application qui va permettre de distribuer les tâches de manière égale à travers les clusters de machines, mais sans avoir vraiment d'intelligence derrière. C'est-à-dire que si on a un traitement qui nécessite un calcul assez intensif de la donnée, par exemple un coût du risque en finance, là, il faudrait des machines plus puissantes. Mais cette application va pas dire, tiens, en fait, ce calcul-là, je vais le mettre précisément sur ce cluster de machines qui est plus puissant. Mais maintenant, ça sera possible de rajouter un peu plus d'intelligence dessus, ce qui permet d'avoir un peu plus de flexibilité dans les Kafka Streams. Et il est évoqué aussi que dans les prochaines mises à jour, il y aura carrément la suppression de Zookeeper. Là, pour l'instant, il est possible de le déployer sans, mais il est toujours disponible. Et il y aura aussi un support exclusif de Java 8. Le deuxième article, c'est sur les menaces cachées dans un data warehouse, et c'est un article qui a été rédigé par Lindsay McDonald le 6 août 2024. Et l'INSEE explore les menaces cachées qui peuvent apparaître au niveau de plusieurs couches dans l'organisation des données dans un data warehouse. Et donc l'INSEE évoque ces différentes couches. Elles sont au nombre de 3, et ça passe d'abord par la couche de staging, donc la partie ingestion et stockage des données brutes. Et l'INSEE évoque la menace cachée, les menaces cachées dans cette couche-là, qui sont la corruption des données, l'ingestion incomplète des données et les changements non détectés dans les systèmes sources. La deuxième couche, c'est la couche d'intégration qui parle de transformation et nettoyage des données. Et les menaces cachées, selon l'INSEE, ce sont les applications incohérentes des règles métiers, de la dérive des données ou des transformations non documentées. Et la dernière couche d'accès, qui est la couche d'accès, qui est la partie d'optimisation pour les requêtes et les rapports, elle évoque en menace cachée qu'il peut y avoir des données obsolètes, des agrégations incohérentes ou des problèmes de performance cachés. Et pour finir, dans une dernière partie, l'INSEE recommande une approche plutôt proactive et évoque certaines pratiques à mettre en place, comme mettre en place une documentation claire et une gestion des métadonnées. C'est-à-dire qu'il faut maintenir une documentation complète des assets et des transformations de données. L'INSEE évoque aussi le version control des processus ETL, c'est-à-dire qu'il faut suivre l'évolution des processus pour permettre des retours en arrière et comprendre les transformations au fil du temps. Le troisième point, c'est de mettre en place des outils de data observability pour détecter automatiquement les anomalies et les changements dans les modèles de données. Et pour finir, le dernier point, selon l'INSEE, c'est d'avoir une visibilité de bout en bout. C'est-à-dire qu'il faut maintenir une vue d'ensemble de la pipeline de données afin d'identifier rapidement les causes du problème. Le troisième article du Big Data, de le Big Data, sur l'avenir entre les hyperscalers et les data centers locaux, qui a été publié le 6 août 2024. L'article évoque la compétition en fait entre les deux services, entre les hyperscalers et les data centers locaux. Pour y voir un peu plus clair, on parle d'abord des hyperscalers. Derrière ça, ce sont les services comme Microsoft Azure, comme AWS, comme Google Cloud Platform. Et l'article évoque que ces services dominent le marché mondial grâce aux infrastructures et à la scalabilité qui sont proposées, tout en proposant des économies d'échelle.
Heu, Malgré tout, il y a quand même, des préoccupations, ce service et des préoccupations qui sont liées à la souveraineté, à la dépendance technologique, ainsi qu'à la concentration des données. C'est pour ça qu'on va arriver sur, la partie data centers locaux, qui sont une alternative plus flexible et sécurisée et surtout qui répond à des besoins spécifiques des entreprises locales et des collectivités territoriales. Derrière ça, ça veut dire qu'il y a une localisation des données qui est plus contrôlée et ils offrent des solutions donc qui renforcent la souveraineté et la sécurisation des données. Derrière ça, même si, les data centers locaux, peuvent, proposer moins de services que les hyper, scalers, évidemment. Mais il y aurait, en tout cas selon l'article, une tendance à l'hybridation, où les entreprises vont combiner les services des hyperscalers avec les infrastructures, locales des data centers locaux. Et pour eux, pour ceux qui ont rédigé l'article, le futur du marché des data centers repose, vraiment sur une coexistence et une évolution des 2 modèles pour répondre aux défis numériques de demain. Le 4e article parle de simplicité et de composabilité en data engineering. Il a été rédigé par Ben Vesely et publié le 3 août 2024. Ben met en avant ses 30 ans d'expérience en data engineering, en évoquant l'importance de la simplicité et de la composabilité dans la conception des systèmes de données. Pour rappel, la composabilité, ça sert vraiment à créer des systèmes modulaires en combinant, de plus petits composants réutilisables. Et Bern critique la complexité croissante de la data engineering, et il trouve que ça s'éloigne des principes fondamentaux comme la séparation entre la logique et les données, ou encore avec des abstractions simples introduites, comme avec le système Unix. Euh, D'ailleurs, dans une première partie, Bernd souligne qu'Unix considère, enfin il rappelle en tout cas que Unix considère tout comme des fichiers, texte, programme périphérique, et que selon lui, cela offre une grande flexibilité pour construire des systèmes de données. Il parle aussi des systèmes de gestion de bases de données relationnelles qui normalement étaient conçus pour améliorer la gestion des données et selon lui ont progressivement imposé des interfaces que Bern qualifie de complexes, comme le SQL, et qui s'éloignent selon lui de l'approche Unix. Il évoque aussi le mouvement NoSQL, qui a tenté de revenir à des principes un peu plus simples, mais il a finalement réintroduit SQL pour bénéficier d'une interface standardisée. Ensuite, il évoque rapidement la complexité des nouveaux systèmes, nouveaux écosystèmes, et il parle surtout des technos comme Hadoop et Kubernetes, qui selon lui ajoutent vraiment une grosse couche d'abstraction, de nouvelles abstractions et qui est complexe. Et il trouve que ça s'éloigne vraiment de les data engineers de la simplicité. Et pour un dernier point, selon lui, euh, c'est la complexité dans les méthodes agiles, parce que Bern trouve que ils sont devenus trop rigides et donc complexes, et comme avec le framework Safe. Pour rappel, le framework Safe, ça permet ça propose, enfin, ça donne un cadre de la manière de généraliser les principes agiles en entreprise. Euh, et pour lui, il faudrait vraiment revenir aux fondamentaux, euh, avec de la simplicité, comme dans le titre de l'article, et de la composabilité. Et il met vraiment en garde contre l'adoption des systèmes trop complexes ou trop fermés. Et le dernier article, qui traite de Data Lake Change Data Capture de Sagar Lakshmipati, et qui a été publié le 30 juillet 2024. Dans cet article, on passe de Apache Hudi. Euh, Apache Hudi, ça permet en fait de rajouter une couche, enfin d'apporter plutôt des fonctionnalités de base de données et de data warehousing à des data lakes. Et Sagar parle des 2 concepts clés donc dans son article, donc qui est le data lake et le change data capture.
Euh, pour rappel, le change data capture, c'est l'identification et la capture des modifications des données. Et pour lui, il y a 3 méthodes principales pour implémenter le change data capture. Il y a le parti timestamp based, donc basé sur le redatage. C'est l'utilisation de colonnes d'horodatage pour suivre les modifications des données. C'est simple à mettre en œuvre, mais par contre, c'est limité en termes de gestion de suppression des données et d'évolution dans les schémas. La deuxième méthode, c'est le trigger-based. C'est l'utilisation des triggers de bases de données pour détecter et pour capturer des changements. Même si ça semble simple, cette méthode peut entraîner des surcharges de maintenance et des impacts sur la performance. Et la dernière méthode qui est évoquée par Sagar, c'est le load-based. Et cette méthode, c'est la lecture des journaux de transaction pour capturer les modifications avec un impact vraiment minimal sur les perfs. Mais même si la méthode est efficace, elle nécessite une adaptation aux différents formats de journaux et selon le fournisseur de bases de données. Et donc, il y a une question, c'est pourquoi est-ce qu'on pourrait combiner le change data capture et le data lakes? Pour lui, ça apporte de la flexibilité. Les data lakes peuvent gérer différents types de données, comme les données structurées, semi-structurées, non structurées. Ça réduit les coûts. Les data lakes, en général, sont plus économiques que les data warehouse. Et ça optimise les processus ETL. Et pour lui, le change data capture, euh, cette simplification, en tout cas, elle est due à ne fait que de traiter les modifications sur les données. Et ainsi, ça va réduire la complexité et la charge sur les systèmes sources. Et donc, à la fin, il parle de Apache Hudi et il évoque certains avantages à l'utilisation de Apache Hudi et de sa fonctionnalité qui est apparemment récente de Change Data Capture. Il parle de la gestion des mises à jour au niveau des enregistrements. Ça permet de respecter, en tout cas, ce qu'il met en avant, ça permet de respecter la réglementation sur la confidentialité comme le RGPD. Un autre avantage, c'est la gestion efficace des fichiers. Apache Hudi optimise la taille des fichiers en suivant automatiquement les changements. Et aussi, ça permet d'avoir un accès en quasi-streaming, en quasi-temps réel, avec les intégrations comme les outils comme Presto et Apache Spark pour un accès vraiment rapide aux données mises à jour. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouveau podcast qui est exceptionnellement sans vidéo. Vacances oblige, montage que je préfère éviter pendant les vacances. Pensez que le podcast est disponible aussi donc sur YouTube, sur Spotify et sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi mettre des commentaires si vous souhaitez approfondir certains articles ou certains sujets que j'ai évoqués lors du podcast. Et pensez aussi à la notation sur les différentes plateformes, ce qui nous permet aussi de ressortir un peu plus au niveau des recommandations de l'algorithme. Donc je vous dis à la semaine prochaine.